curieux pays que l'Égypte, coincé entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Extrémité orientale du Sahara, l'Égypte est un désert grand comme presque 2 fois la France, avec, à l'est, le désert arabique, dont les vallées sont formées par des rivières de sable. Au sud, le désert de Nubie, avec ses pyramides naturelles de pierre noire. À l'ouest, le désert libyque, immense, qui offre tous les types de paysages désertiques que l'on peut imaginer. Face à un tel milieu inhospitalier, on ne peut que se demander comment il est possible de vivre dans de telles conditions. Seulement voilà, il y a bien longtemps, un miracle se produisit là-bas, sous l'équateur, car un grand fleuve, au lieu de partir à l'est ou à l'ouest, comme tous les grands fleuves du monde, partit plein nord, en creusant son lit dans le désert égyptien, désert qui n'est d'ailleurs jamais très éloigné de ses rives. Mille kilomètres environ après son entrée en Égypte, le Nil se jette dans la Méditerranée par un immense delta, formé de dunes, mais surtout de marécages, qui étaient de véritables réserves d'animaux. Ce delta, créé par les effets combinés de la mer et des alluvions du fleuve, formait un monde très différent que l'histoire a appelé Basse-Égypte, par opposition à la Haute-Égypte, de l'étroite vallée du Nil. Le papyrus, plante multi-usage, typique du delta, y était prolifique, alors qu'il a pratiquement disparu de nos jours. Mais il y eut aussi un second miracle. Chaque année, les eaux du Nil montent en plein milieu de l'été pour inonder la vallée avoisinante et déposer une couche de limon fertile. Ce phénomène, connu comme la crue annuelle du Nil, et qui semblait miraculeux, fut le facteur le plus déterminant de l'économie égyptienne, car le succès des récoltes allait dépendre de l'ampleur de la crue. L'Égypte, devenant ainsi le don du Nil, pouvait alors exister. C'est bien avant les premiers pharaons que les hommes s'établirent au bord du Nil, peuplement d'origine essentiellement africaine, puis enrichi par d'autres apports au cours des millénaires. Très vite, les Égyptiens développèrent des techniques d'irrigation en créant tout un réseau de canaux, de fossés et de barrages pour retenir l'eau après la décrue afin d'étendre au maximum la surface cultivable. Ces opérations nécessitaient le concours de tous et elles supposaient déjà une organisation au niveau du village et des villages entre eux. Kémet la Noire, c'est-à-dire la terre noire, sera le nom de l'Égypte, par opposition à la terre rouge du désert. Et Kémet est féconde. Non seulement elle se travaille sans trop de peine, mais grâce au limon du Nil et au soleil permanent, tout y pousse avec même 2 ou 3 récoltes par an. Les jardins potagers, objets de soins particuliers, regorgent de légumes. Aubergines, ail, oignons, sans oublier les légumineuses, les fèves ou les lentilles que regrettèrent tant les Hébreux dans le désert après leur sortie d'Égypte. Mais la culture principale est celle des céréales avec le blé pour le pain, que l'on mange sous forme de galettes, et l'orge pour la bière. N'oublions pas que l'Égypte fut le grenier à blé de l'Empire romain. Au cours des millénaires, les hommes avaient transformé les bords du Nil en véritables jardins. Mais c'est vu d'avion que l'on comprend mieux l'autre nom donné à l'Égypte, le pays des 2 rives. Car l'Égypte, c'est seulement 2 rubans verts qui longent le fleuve et qui ne représentent que 4% de la surface totale du pays actuel. Et pourtant, c'est sur cette étroite bande de terre, isolée du reste du monde par une nature hostile, que va se développer une civilisation unique en son genre. Très vite, les villages vont se regrouper en clans, identifiés peut-être par leurs totems ou leurs dieux locaux, car l'Égypte préhistorique a déjà ses religions et ses croyances en l'au-delà. Un au-delà où le corps et les choses d'ici-bas restent inséparables. Les clans vont ensuite se regrouper à leur tour pour former 2 royaumes, celui de la Haute-Égypte, le long de la vallée, et celui de la Basse-Égypte, dans le delta. 2 royaumes qui, évidemment, entreront vite en conflit.
C'est avec Narmer, roi de Haute-Égypte, ou peut-être Némès, que l'Égypte va entrer dans l'histoire. En effet, grâce à Horus, le dieu faucon, le seigneur du ciel, ce roi va ranger le delta sous son autorité et coiffer la double couronne, la couronne rouge de Basse-Égypte et la couronne blanche de Haute-Égypte, et cette division en deux parties se maintiendra tout au long de l'histoire de l'Égypte. Les rois de la première dynastie venaient de Tis, en Haute-Égypte, à côté d'Abydos, et c'est dans le désert qu'ils seront enterrés dans de grands complexes, car la tombe royale est entourée de tombes secondaires, probablement celles des épouses, des concubines, des serviteurs et même des animaux domestiques, sans doute tous sacrifiés au moment de la mort du roi. La tombe la plus ancienne, celle du roi Djer, comprenait 338 tombes subsidiaires. Celle de Den, 6e roi de la première dynastie, n'en comptait plus que 134, et celle de Ka, le dernier roi de la dynastie, seulement 26. 4 bracelets avec du lapis-lazuli, qui pourtant vient d'Afghanistan, ont été retrouvés dans la tombe de Djer. Les superstructures de ces tombes ont complètement disparu, car à cette époque, l'Égypte ne construit qu'en briques crues, matériau éminemment périssable, surtout lorsqu'il est utilisé à l'extérieur. Il semblerait cependant que chaque tombe était recouverte d'un monticule de sable et de déblais, retenus par des murets en briques crues. 2 stèles en pierre, placées devant la tombe royale, indiquaient le nom du roi. Voici celle du roi Djet, le roi serpent, 4e roi de la première dynastie, et celle de la reine Merneith, dont la tombe ressemblait en tout point à celle des rois. Métis était trop au sud pour contrôler efficacement les 2 terres. Très vite, une nouvelle capitale sera choisie, plus au nord, à la jonction des 2 pays. C'est ici que s'est levée Memphis, la ville fortifiée aux murs blancs, balance des 2 terres, la plus grande ville d'Égypte, dont il ne reste pratiquement plus rien. Seuls quelques vestiges, datant de plus de 1000 ans après sa nomination de capitale, témoignent encore de son passé glorieux. C'est de Memphis que va s'élaborer l'organisation du double pays. L'écriture, qui manie habilement les images, les sons et les idées, est arrivée à maturité et va permettre la naissance d'une administration omniprésente qui va régenter tout le pays. La classe dominante de la capitale avait érigé des tombeaux sur le plateau de Saqqara qui domine Memphis, mais ces tombeaux étaient d'un style très différent de ceux d'Abydos, car ils étaient à l'image des palais de Mésopotamie avec leurs murs à redans, évidemment toujours construits en briques crues. Autour du tombeau, les tombes plus modestes des proches ou des dignitaires. La tombe principale ne renferme souvent qu'une seule chambre sépulcrale. C'est alors que va apparaître le mastaba, cette pyramide tronquée en briques crues, construite au-dessus des chambres contenant la dépouille mortelle, les objets et les provisions nécessaires dans l'au-delà. Avec la 2e dynastie, les caveaux s'enfoncent et la partie souterraine devient de plus en plus complexe pour emmagasiner tout l'équipement funéraire. Et Kassem Keoui, le dernier roi de la 2e dynastie, se fera construire un tombeau à Abydos, identique à ceux de Saqqara, mais avec, au centre, une chambre sépulcrale construite en pierre. Les corps n'étant plus enterrés dans le sable, la momification naturelle ne pouvait donc se produire. Pour donner aux défunts une apparence proche de la vie, le corps et les membres étaient serrés dans des bandages en tissu, recouverts d'une mince couche de plâtre. Le visage, modelé par-dessus les bandes de lin, ne peut donc pas être considéré comme un portrait, malgré les apparences. C'est avec Djoser, roi de la 3e dynastie, 2700 ans avant notre ère, que l'Égypte va entrer dans l'immortalité. Son architecte, Imhotep, va différencier la tombe royale par une nouvelle forme et remplacer la brique crue par la pierre éternelle qui correspond mieux à la destinée du roi. Le point de départ était un mastaba classique, construit au-dessus du sarcophage, 28 mètres plus bas,
entourée par tout un réseau de galeries et de chambres, dont celle du Cas du Roi, son double spirituel, décorée de faïences vertes, comme l'a représenté Girolamo Segato lorsqu'il l'a découvert en 1837. « 40 000 vases en pierre avaient été déposés dans les galeries. Ces vases avaient une double valeur, leur prix, très onéreux de par leur incroyable fabrication, et leur contenu, les huiles cosmétiques, très chères, bien que d'usage quotidien pour les Égyptiens et les temples. La pierre, matériau d'éternité, leur garantissait ainsi un approvisionnement sans fin. Imhotep dut agrandir le mastaba pour cacher les entrées des tombes de la famille du roi qu'il avait dû rajouter. Puis il eut alors l'idée de coiffer le tout par 3 mastabas en gradin. Mais comme l'ensemble ne dominait pas assez les autres tombes, il rajouta 2 autres gradins, transformant la tombe en escalier gigantesque pour l'âme du roi. Imhotep entoura la pyramide d'un énorme complexe, ceinturé par un mur à redans de 1600 mètres, qui ne possédait qu'une seule entrée, donnant sur une colonnade les premières colonnes de pierre. Ce complexe était aussi le lieu symbolique d'une cérémonie de régénération de la puissance royale que le roi célébrait durant son règne et qu'il devait perpétuer après sa mort dans ses chapelles factices. Il semblerait que les provisions qui devaient accompagner les défunts n'aient pas été entreposées dans des chambres souterraines, mais dans des magasins construits à surface dans l'enceinte du complexe. Au pied de la face nord de la pyramide, une chapelle de pierre contenait une statue du roi. Cette pièce, à l'origine sans ouverture, appelée serdab, était percée de 2 trous pour que Djoser, par l'intermédiaire de sa statue, puisse assister aux cérémonies et profiter du parfum de l'encens. Horus incarné, Dieu sur terre, le souverain a une destinée unique. À sa mort, il va rejoindre les étoiles impérissables, c'est-à-dire les étoiles circumpolaires qui ne disparaissent jamais de la voûte céleste. On cherchera vite à éliminer les degrés de la pyramide. Le roi Huni, successeur de Djoser, construisit à Meydoum, au sud de Saqqara, une pyramide qui était lisse à l'origine, mais dont il ne reste plus que le noyau. Au pied de la pyramide, les restes d'un petit monument qui préfigure le temple haut des grandes pyramides. À l'intérieur, la chambre est formée par une voûte en encorbellement de 5 mètres de haut. Elle fut trouvée vide. Son successeur, Snéfrou, termina Meydoum et construisit pour lui une pyramide à double pente au sud de Saqqara. Certains pensent que des problèmes techniques sont à la base du changement de pente, et d'autres pensent qu'elle a été voulue ainsi, symbole de la dualité du roi. Puis Snéfrou construisit une deuxième pyramide, une vraie pyramide mais trop tassée, connue sous le nom de pyramide rouge à cause de la couleur de ses pierres. C'est son fils Khéops, Roufou pour les Égyptiens, qui régna vers 2500 ans avant notre ère et dont on ne possède qu'une seule petite statue de 9 cm de haut, qui, profitant du savoir-faire nouvellement acquis, construisit sur le plateau de Giza la 7e merveille du monde, la seule qui résistait au temps. Les chiffres sont connus, 137 mètres de haut actuellement, 146 mètres à l'origine, 230 mètres de côté à la base, 201 assises superposées, soit 2 300 000 blocs de 1,5 tonnes en moyenne. En effet, si les blocs font 1,5 mètre à la base, ils diminuent au fur et à mesure que l'on monte pour ne faire plus que 65 cm au sommet. La pyramide a malheureusement perdu son revêtement en calcaire blanc qui, sous le soleil d'Égypte, devait la faire ressembler à un véritable rayon de soleil pétrifié. Seules quelques pierres sont restées en place, oubliées par les bâtisseurs du Caire, qui avaient fait de la pyramide une carrière bon marché. La position de la chambre sépulcrale semble avoir évolué au cours de la construction. Une première chambre est creusée dans le sol, comme dans toutes les pyramides précédentes. Puis une deuxième, réalisée dans le corps de la pyramide, et enfin la chambre définitive, à 45 mètres au-dessus du sol, avec un plafond plat. La véritable entrée de la pyramide
qui était caché sous le revêtement et bloqué par des bouchons de granit, n'est pas utilisé. En fait, on rentre aujourd'hui dans la pyramide par le tunnel taillé par les voleurs pour contourner la véritable entrée, tunnel qui va rejoindre le couloir ascendant qui ne fait que 1,30 m de haut. Ce couloir va déboucher ensuite dans la grande galerie. 47 mètres de long, 8,50 m de haut, une grande voûte à encorbellement. On pense que la grande galerie était une sorte de rampe de stockage et de glissement pour les gros bouchons de granit qui fermèrent le couloir d'entrée après la mise en place du cœur du roi. Les ouvriers chargés de l'opération s'échappant par un petit conduit qui rejoignait le premier couloir et qui pouvait être facilement muré. La chambre du sarcophage est réalisée en bloc de granit d'Assouan, le sarcophage ayant été mis en place durant la construction de la pyramide car il est plus grand que le couloir d'entrée. 2 cheminées, très étroites, partent l'une de la chambre mortuaire et l'autre de la grande galerie. Celle qui débouche au nord est exactement pointée sur l'étoile polaire, celle de la face sud sur Orion. En fait, ces 2 conduits sont de véritables guides pour l'âme du roi. L'ajustement des blocs de granit est prodigieux, aucun espace dans les joints. Le plafond est formé de 9 grandes dalles horizontales en granit, mais au-dessus, il y a 4 autres toits, formés eux aussi par des dalles et coiffés par un toit en chevron pour éviter que le poids des pierres de la pyramide n'écrase la chambre mortuaire. Et pourtant, les dalles du plafond de la chambre sont toutes fendues, car le granit résiste mal à la flexion, d'où l'hypothèse que la pyramide n'aurait peut-être jamais été utilisée par peur de l'effondrement du plafond et donc de la destruction du corps du roi. Ce sont ces dalles, dont certaines pèsent plus de 60 tonnes, qui posent le problème de la construction de la pyramide. Non seulement elles viennent d'Assouan, à 1000 km de là, mais surtout, il a fallu les monter à 50 mètres au-dessus du sol. On sait que les Égyptiens transportaient leurs statues colossales sur des traîneaux tirés par des hommes, le traîneau glissant sur du limon mouillé pour réduire le frottement, et sur un terrain horizontal, un homme pouvait ainsi déplacer 1 tonne environ. On sait aussi que les Égyptiens édifiaient des rampes de briques crues lorsqu'ils construisaient leurs édifices, rampes qui étaient enlevées par la suite. On en a déduit qu'une très grande rampe en briques crues avait été construite. D'abord très large, car les blocs étaient nombreux et très lourds, puis la largeur de la rampe diminuait au fur et à mesure que l'on montait, car les blocs devenaient moins nombreux et plus petits. Mais la rampe perpendiculaire à une face ne résout pas le problème de la finition des blocs de parement, car on sait qu'ils étaient polis seulement après avoir été installés. Par contre, une rampe bâtie sur le même principe, mais qui entourerait la pyramide, résoudrait ce problème. Mais ce n'est là qu'une hypothèse, car aucune information des bâtisseurs n'a été trouvée à ce jour. Mais la pyramide n'est qu'un élément du complexe d'éternité du souverain qui doit assurer sa survie. Dans la vallée, le long d'un canal creusé jusqu'au pied de la falaise, se trouve le temple bas, ou temple de la vallée, qui accueillait le roi défunt pour être embaumé et purifié. Une chaussée, ou plutôt un long couloir, reliait le temple bas au temple haut, accolé à la pyramide, temple destiné au culte royal. Le temple bas de Khéops a disparu depuis bien longtemps, mais les restes de la chaussée, qui faisaient l'admiration d'Hérodote, étaient encore visibles en 1840. Quant au temple haut, seuls restent quelques éléments du dallage en basalte noir. De longues fosses effilées autour de la pyramide contenaient ou représentaient les barques du voyage céleste du souverain. 2 fosses rectangulaires, découvertes en 1954, contenaient chacune un bateau en pièces détachées, et l'un d'eux a été remonté. C'est le plus vieux bateau du monde, assemblé sans clous ni chevilles, malgré ses 43 mètres de long, mais seulement avec des cordelettes. On pense que ce bateau a dû amener le corps du roi, car il a servi au moins une fois. 3 petites pyramides s'élèvent sur la face est. Elles sont improprement appelées pyramides des reines, car les chambres intérieures ne peuvent contenir le corps d'un adulte. En fait, on ne connaît pas leur utilisation réelle. Les mastabas de la famille royale, ou des grands dignitaires, sont regroupés autour de la pyramide,
pour profiter des retombées célestes du souverain. Didufri, le fils de Khéops, construisit une pyramide au nord de Giza, mais il n'en reste rien. Son demi-frère Khéphren revint à Giza pour édifier sa pyramide à côté de celle de son père. Le second géant est facilement identifiable, car c'est le seul qui ait gardé un peu de son revêtement calcaire au sommet. Bien que faisant 3 mètres de moins en hauteur que Khéops, elle n'en reste pas moins impressionnante. Pourtant, cette pyramide ne recèle qu'une seule chambre au niveau du sol, avec un sarcophage sans inscription. Le temple bas de Khéphren a pu échapper aux bâtisseurs du Caire car il était entièrement recouvert par le sable. Dégagé en 1852, il impressionne par l'aspect colossal de ses piliers en granit rouge d'Assouan, dont certains pèsent plus de 150 tonnes. Ici, tout est géométrie et rigueur. Un couloir rejoint la chaussée, autrefois couverte, qui monte vers le temple haut et qui a dû être impressionnante. Vestibules d'entrée, cours à piliers, chambres à statues sont aujourd'hui difficilement reconnaissables. Et pourtant, ils ont été réalisés avec des blocs de 400 tonnes, les plus gros blocs manipulés au cours de l'Ancien Empire. Il faut dire que le temple haut de Khéphren a été, lui aussi, et pendant longtemps, une carrière providentielle pour les tailleurs de pierre du Caire. Bien que l'arrière-plan soit la pyramide de Khéphren, le sphinx a été taillé à l'effigie de Khéops. La tradition raconte qu'un émir mutila son visage, ulcéré par sa beauté trop parfaite et son sourire païen. Malgré ses 20 mètres de haut, le sable est venu sans cesse le recouvrir au cours de son histoire, et il a dû être déblayé à plusieurs reprises, y compris par le pharaon Thoutmôsis IV, 1000 ans après Khéphren, comme le précise une stèle placée entre les pattes avant. Peut-être à cause de son regard fixé sur le soleil levant, le sphinx fut assimilé plus tard à l'image vivante du dieu soleil, gardien de la nécropole de Giza. Mykérinos, qui régna après Khéphren, édifia une pyramide beaucoup plus modeste, 65 mètres de hauteur seulement sur 105 mètres de côté, soit le 10e de celle de Khéops. En revanche, les blocs utilisés sont relativement plus gros et son revêtement était prévu en granit rouge, mais il ne fut jamais terminé. Les Mamelouks cherchèrent en vain la chambre mortuaire en éventrant littéralement la pyramide. En fait, la chambre découverte en 1857 était creusée sous la pyramide et elle ne contenait qu'un beau sarcophage vide. Le temple haut, mieux conservé, est moins grandiose que celui de Khéphren. Commencé en granit, il a été hâtivement achevé en briques crues. 3 petites pyramides sont alignées au sud de la pyramide royale. 2 d'entre elles sont des sépultures de reines, mais celle qui est à gauche ne compte aucune sépulture. Mykérinos marquera la fin des pyramides de pierre, commencées avec Djoser, ces fameuses pyramides d'éternité qui ont réussi à fatiguer le temps. L'arrivée de la 5e dynastie va marquer le triomphe des théologiens d'Héliopolis. Les maîtres de Haute et Basse Égypte sont désormais fils de Ré, enfants du soleil, et ceci jusqu'à la fin de l'Égypte. Leurs pyramides ne dépasseront jamais celles de Mykérinos, et elles seront construites en briques et en remblais de pierre, avec un parement de calcaire qui ne résistera pas au temps. C'est à Saqqara qu'Ouserkaf construisit sa pyramide, à côté de celle de Djoser. Les restes de son petit temple, pour le culte royal, sont visibles au sud de la pyramide. Saouré et ses 2 successeurs établirent leur complexe funéraire en Ur d'Abousir, à côté des temples solaires qu'ils avaient fait ériger. Ces temples solaires avaient eux aussi, comme pour les pyramides, leur temple bas avec une chaussée montante. Sur un énorme piédestal symbolisant la butte divine d'où sortit toute création, s'élevait le Ben-Ben, l'obélisque primitif
trait d'union entre le ciel, domaine de Ré, et la terre des hommes. Au milieu de la cour, un autel recevait les offrandes destinées à l'astre divin. Les cuvettes, taillées dans la pierre, devaient peut-être servir aux ablutions ou recevoir le sang des animaux sacrifiés. Le complexe funéraire de Saouré devait être magnifique. Voici la maquette du temple de la vallée, disparu depuis longtemps dans les fours à chaux. Une chaussée de 300 mètres, dont on voit encore la trace, le reliait au temple haut, construite en granit et en calcaire, avec des salles décorées de bas-reliefs sur les victoires et les expéditions du roi. C'est dans ce temple que furent utilisées les premières colonnes à chapiteaux de l'histoire. Les plafonds étaient peints en bleu et décorés d'étoiles. Malheureusement, le temple fut considéré, lui aussi, comme une carrière facile à exploiter. Mais toutes ces pyramides sont muettes. Elles ne nous disent rien sur les rites ou les formules dont la magie devait garantir le bien-être du roi. C'est avec Ounas, dernier roi de la 5e dynastie, que les pyramides vont enfin parler. Son temple de la vallée, situé à Saqqara, possédait un ensemble de rampes et de quais pour l'accostage des bateaux, qui sont encore bien visibles de nos jours. Une chaussée d'1 kilomètre de long, autrefois couverte, était toute décorée de bas-reliefs sur ses parois intérieures. La pyramide est bien ruinée, comme toutes celles de la 5e dynastie, mais sa descenderie débouche dans un caveau dont les murs sont entièrement couverts de hiéroglyphes. Ces textes, qui proclament que le roi Ounas est parti vers le ciel pour rejoindre le dieu soleil tout-puissant, sont appelés textes des pyramides. Ce sont des recueils de formules magico-religieuses destinées à guider l'âme du souverain dans l'au-delà pour accomplir sa déification. Le rituel funéraire, autrefois récité, est ici inscrit pour l'éternité. La 6e dynastie avec Téti continuera la tradition. Le défunt cherche à s'intégrer au cycle cosmique, à rejoindre les forces qui les animent. Il s'identifiera même à l'astre du jour ou à une étoile impérissable. Mais la route est semée d'embûches et il doit faire appel à la puissance des dieux pour accomplir sa destinée. Réservés aux seuls rois sous l'Ancien Empire, ces textes seront repris et transformés pour les civils au Moyen Empire, pour devenir les textes des sarcophages et aboutir enfin au Nouvel Empire, au fameux livre des morts. La 6e dynastie s'achève avec l'effondrement du pouvoir central. Les nomarques, les préfets des régions, se transforment en roitelets et se font enterrer chez eux, loin du pharaon, comme ici à Assouan. Les nobles sont dépossédés, la terre n'est plus cultivée et la famine s'installe. Pire, les temples sont détruits et les sépultures profanées, tandis que le nord du pays va tomber aux mains d'envahisseurs venus du Moyen-Orient. Une révolution à la fois sociale et religieuse qui va marquer les Égyptiens. C'est la première période intermédiaire qui prendra fin vers 2040 avant notre ère. C'est de Thèbes, en Haute-Égypte, que devait venir le salut. Alors que le pays était scindé en deux par suite de l'occupation de la Basse-Égypte, des princes de Thèbes, qui se proclameront pharaons sous le nom d'Antef, vont se révolter et lutter avec leur petite armée contre l'envahisseur. Mais c'est Mentuhotep, un militaire, qui unifiera le pays sous sa tutelle et qui garantira les frontières de l'Égypte après avoir réorganisé l'armée. Rompant avec la tradition, c'est à Thèbes, au pied de la cime qui représente une pyramide naturelle, que Mentuhotep édifia un ensemble funéraire original. La forme exacte du temple fut longtemps discutée. Après avoir pensé qu'une pyramide devait couronner l'édifice, on penche plutôt aujourd'hui pour une sorte de mastaba. C'est d'une cour à portique que partait une longue galerie souterraine aboutissant sous la falaise à la chambre mortuaire qui fut retrouvée vide. Les Mentuhotep 2 et 3 continueront l'œuvre de leur père
et l'Égypte va alors connaître une nouvelle ère de prospérité avec les Aménémates et les Sésostris de la 12e dynastie. Les pharaons installeront leur nouvelle capitale dans le Fayoum, un peu au sud de Memphis, pour mieux diriger le pays, et c'est là qu'ils se feront enterrer en revenant aux pyramides traditionnelles. Mais celles-ci seront construites en briques crues, recouvertes d'un parement de pierre, si bien que le parement disparu, il ne reste plus aujourd'hui qu'une colline de terre. Pourtant, c'est dans ces pyramides que l'on trouve les systèmes de défense les plus compliqués pour protéger la momie royale. Couloirs menant nulle part et bouchons de granit devaient dérouter les voleurs dans la pyramide d'Amenémat III. À Dachour, le couvercle d'un sarcophage reposait sur un système de vérins à sable. En retirant les bouchons, le sable s'écoulait alors dans les galeries latérales, tandis que le couvercle de 83 tonnes descendait pour fermer la cuve. La momification est maintenant au point. Le corps est d'abord éviscéré, déshydraté et enduit d'onguents. Puis la tête, le tronc et chaque membre sont entourés séparément par de longues bandelettes de lin. Ensuite, c'est le corps tout entier qui sera entouré de bandelettes. La momie est alors enroulée dans un linceul et un masque funéraire est posé sur la tête. Enfin, la momie est entourée dans un dernier linceul, laissant apparaître le masque funéraire. Les viscères sont conservés séparément dans les vases canopes. Ces dernières pyramides sont toutes muettes. L'âge des pyramides s'achève dans le silence. L'Égypte va mal sous la 12e dynastie. L'empire est ébranlé, à l'intérieur comme à l'extérieur, où Hittites, Ourites ou autres Kassites, que les Grecs vont appeler des Hyksos, vont prendre possession du delta et de là devenir les maîtres du pays. C'est la fin du Moyen Empire, vers 1780 avant notre ère, avec une nouvelle période de troubles que l'on appellera la deuxième période intermédiaire. C'est encore de Thèbes que va s'organiser la résistance pour vaincre les Hyksos avec les deux Sékhénenrê et Ahmosis. La momie de Sékhénenrê, qui y laissa la vie, en dit long sur la violence des combats. Leur successeur, Ahmose, fondateur de la 18e dynastie, et les premiers Aménophis et Thoutmosis, allaient à nouveau régner sur l'Égypte tout entière et inaugurer une nouvelle époque d'expansion, de gloire et de richesse. Ce sera le début du nouvel empire. Les fils victorieux de Thèbes transformeront la ville du dieu Amon en capitale et ils se feront enterrer sur la rive occidentale du Nil, mais cette fois en séparant bien la sépulture du temple funéraire, sans doute pour mieux protéger les trésors réunis autour de la momie royale. C'est dans ce vallon aride, connu aujourd'hui sous le nom de Vallée des Rois, et qui était autrefois difficile d'accès, que vont être regroupées la plupart des sépultures royales. Si l'emplacement des tombes d'Aménophis Ier et de Thoutmosis Ier se discute encore, il n'en est pas de même pour la reine Hatchepsout. Fille de Thoutmosis Ier, épouse de Thoutmosis II, régente du petit Thoutmosis III, puis pharaon à part entière, Hatchepsout avait fait creuser son tombeau sur le flanc sud de la vallée, au pied de la falaise. C'est le tombeau le plus long et le plus profond de la vallée des rois. 230 mètres de long et 100 mètres de dénivellation pour un tombeau inachevé, sans texte ni décoration, qui contenait les sarcophages vides de la reine et de son père Thoutmosis Ier. C'est à quelques centaines de mètres de son tombeau, de l'autre côté de la barre rocheuse, qu'Hatchepsout va édifier son temple funéraire. Dessiné par son architecte Senmout, qui était aussi le tuteur de sa fille, il s'inspire fortement du temple de Montuhotep, édifié 500 ans plus tôt, dont il est très proche. Dans son château de millions d'années, Hatchepsout va proclamer sa légitimité. Elle va aussi relater les événements exceptionnels de son règne, comme l'érection d'obélisques à Karnak, ou une expédition au pays de Punt, peut-être la Somalie actuelle, pour ramener des arbres à encens ou des produits exotiques. Une chapelle est consacrée à Hathor. D'autres salles sont consacrées à Ré et à Anubis.
Senmout creusa son tombeau pour qu'il puisse reposer au-dessous du temple de sa souveraine, mais il ne put le terminer. Hatshepsut, morte ou écartée du pouvoir, Thoutmôsis III pourra enfin libérer ses ambitions en menant de brillantes campagnes militaires pour récupérer les anciennes possessions étrangères de l'Égypte. Il n'oublia pas d'apporter sa contribution au temple de Karnak en faisant construire le palais des fêtes. Son château de millions d'années sera construit entre celui de Montuhotep et celui d'Hatshepsut. Seuls quelques morceaux de bas-relief ont été épargnés par le temps. Cette maquette nous montre les 3 temples de Deir el-Bahari en supposant que le temple de Montuhotep, à gauche, était encore en bon état à l'époque des 2 derniers. C'est dans la falaise de la vallée des rois, à 10 mètres au-dessus du sol, que Thoutmôsis III fit creuser son tombeau. La chambre sépulcrale est en forme de cartouche, tandis que la décoration fait penser à un grand papyrus. En effet, les murs forment le livre de l'Amduat, le livre de ce qui est dans l'au-delà. Il décrit, heure par heure, le voyage nocturne de la barque solaire de Ré, dans laquelle Pharaon a pris place, pour unir son destin à celui de l'astre divin. Véritable guide des chemins de l'au-delà, peuplé de serpents maléfiques ou bénéfiques, de génies étranges ou terrifiants. C'est aussi la lutte contre les ténèbres, avec l'extermination des ennemis de la lumière, l'enjeu du combat étant la résurrection du pharaon et son identification à Ré. Aménophis II, guerrier impitoyable, succéda à Thoutmôsis III et reprit pour son tombeau le même contenu et la même présentation. C'est sous Aménophis III que l'Égypte fut plus riche et plus puissante qu'elle ne l'avait jamais été. Ce pharaon, à qui l'on doit en particulier les colonnes du temple de Luxor, voulut marquer son règne par de grands monuments dont le semblable n'avait jamais encore existé, pour reprendre son expression. C'est aussi Aménophis III qui fit creuser le grand lac sacré de Karnak. Ces 2 statues colossales, connues sous le nom de colosses de Memnon, sont pratiquement tout ce qui reste de son temple funéraire alors qu'il devait être son chef-d'œuvre. Les pylônes en briques crues ont été détruits par les inondations annuelles car le niveau du temple était trop bas et les constructions en pierre ont servi de carrière pour ses successeurs. On a du mal à imaginer, devant ces quelques restes éparpillés dans l'herbe, qu'ici s'élevait une forteresse d'éternité, en belle pierre blanche, revêtue d'or, avec son pavement orné d'argent et ses portes en électron, comme l'avait décrit Aménophis III lui-même sur cette stèle. Description poétique élogieuse sans fondement réel? Peut-être pas. En effet, Aménophis III fit aussi bâtir à Karnak, au nord du grand temple d'Amon, un temple qui fut dédié au dieu Montu. Ce temple est aujourd'hui complètement ruiné, mais ses bâtisseurs avaient gravé dans un soubassement, qui par chance existe encore, le poids des matériaux précieux utilisés pour la construction de ce temple. 31 485 d'ébène, soit 28 tonnes 200 d'or fin. 25 182 d'ébène, soit 22 tonnes d'or moins raffiné. 6 406 d'ébène, soit 5 tonnes 700 de lapis-lazuli. 1075 d'ébène, soit 910 kg de turquoise, pour n'en citer que quelques-uns. Des chiffres qui ne s'inventent pas et qui laissent rêveurs, d'autant plus qu'il n'en reste rien. Dans ce groupe colossal d'Aménophis III, la reine Tiye est traitée à égalité avec le roi. C'est la première reine à avoir joué un rôle éminent durant la vie de son époux, et elle passe pour l'une des personnalités féminines les plus marquantes de l'ancienne Égypte. Mais Aménophis III s'absorbait dans ses constructions fastueuses à Thèbes, ici le temple de la déesse Mout, et malheureusement délaissait la politique extérieure de son pays. Aménophis III avait fait creuser sa tombe dans un étroit wadi perpendiculaire à la vallée des rois. Une tombe aujourd'hui instable, bien dégradée, avec des pièces en épigraphe
ou non terminés et souvent vandalisés. Amenophis IV hérita d'un empire malade, mais la situation allait encore s'aggraver, car aidé de son épouse Néfertiti, ce nouveau roi ne pensa plus qu'à instaurer une nouvelle religion monothéiste en faveur d'Aton, le dieu soleil. Une nouvelle capitale sera fondée, Akhet-Aton, l'horizon du disque, plus connu sous le nom de Tel el Amarna, un site vierge inhabité. Temples et palais y seront construits, et Amenophis IV, devenu Akhenaton, le serviteur d'Aton, y vivra là pour son dieu, laissant les affaires du pays à un général, Horemheb, un vizir, Haï, et à sa mère, la reine Tiyi. La vie familiale royale semble avoir été très médiatisée dans un style artistique très particulier, indépendant de la réalité. La disparition de Néfertiti, dont le statut était pratiquement égal à celui d'Akhenaton, reste toujours une énigme, car on n'a ni tombeau ni momie. Akhenaton fut inhumé à Amarna, mais son tombeau fut saccagé plus tard. Après une courte période assez confuse, c'est le fils d'Akhenaton, mais non de Néfertiti ou de sa deuxième épouse Kié, mais de la sœur du roi, qui sera proclamé pharaon sous le nom de Toutankhaton. Ce jeune roi, sous la pression des partisans d'Amon, qui voulaient leur revanche, dut changer son nom en Toutankhamon, renoncer au culte d'Aton et revenir à Thèbes. Malheureusement, il mourut à 19 ans et fut enseveli dans la vallée des rois. C'est l'ancien vizir d'Akhenaton, Haï, qui succéda à Toutankhamon, mais il ne régna que 4 ans. Il fut enterré dans le même wadi qu'Amenophis III, mais sa tombe fut saccagée par ordre de son successeur. Haï, qui aimait la chasse, ne voulait pas manquer de gibier dans l'au-delà. C'est l'ancien général d'Akhenaton qui prit alors le pouvoir avec l'appui du clergé d'Amon. Celui qui allait devenir pharaon sous le nom d'Horemheb s'était fait construire à Saqqara, qui n'avait jamais cessé d'être une nécropole, une tombe grandiose ornée de magnifiques bas-reliefs retraçant ses victorieuses expéditions. Présentation des prises de guerre ou des tribus, présentation des prisonniers, remise des colliers d'or au général vainqueur, héros de la fête, sous les applaudissements des scribes, qui ont évidemment tout scrupuleusement enregistré, sous l'œil admiratif des notables. Devenu pharaon, Horemheb réorganisa l'administration du pays, fit construire le 10e pylône à Karnak, et l'allée de Sphinx reliant Karnak à Luxor. Il remit à son nom les bas-reliefs de Toutankhamon dans le temple de Karnak et détruisit complètement palais et temples à Tel el Amarna et transporta les pierres gravées à Karnak pour servir de remblai afin d'effacer à jamais le souvenir d'Akhenaton. Le pharaon Horemheb se fit creuser une nouvelle tombe dans la vallée des rois où il fut inhumé. Au bout d'une galerie de 105 mètres de long, Osiris va accueillir le roi dans son domaine éternel. Sur les murs, Horemheb, qui veut dire Horus est en fait, dialogue avec les déesses Hathor et Isis. Il offre ensuite du vin, symbole de l'ivresse spirituelle, qui dans l'au-delà unira les dieux au roi défunt. Et Imentit, la déesse qui incarne la mort, offrira l'énergie et les nourritures pour survivre dans l'Amduat. Ramsès Ier, un autre général, succéda à Horemheb, mais son règne ne dura que 2 ans. Il fut enseveli dans la vallée des rois, dans un tombeau de petite dimension, mais très décoré. C'est son fils, Séti Ier, qui lui succéda tout naturellement. Ayant réorganisé l'armée,
il entreprit toute une série de campagnes et il fit savoir, même dans des endroits perdus dans le désert, comme ici dans ce petit temple de Canaïs, que l'Égypte avait retrouvé et sa grandeur et ses possessions africaines et asiatiques. Séti Ier s'occupa aussi de son peuple. Il est resté célèbre pour les puits qu'il fit creuser dans le désert pour améliorer la vie des mineurs. Séti Ier mena aussi une politique monumentale importante en terminant la grande salle hypocile de Karnak, dont les 12 colonnes principales ont 21 mètres de haut et 3 mètres de diamètre. Une salle qui devait être impressionnante une fois terminée, et qui le fut encore bien plus tard pour les soldats de Napoléon. Il fit construire son château de millions d'années à Thèbes, sur la rive ouest du Nil, à la limite des terres cultivables. Les pylônes de l'édifice, peut-être construits en briques crues, ont aujourd'hui disparu, mais le temple proprement dit, bâti en grès, est resté en bon état. Les produits agricoles du domaine du temple étaient entreposés dans des magasins construits à briques crues et disposés pour la première fois le long de l'édifice religieux. Séti Ier fit aussi construire un deuxième temple funéraire à Abydos, grandiose ex voto, en ce lieu de pèlerinage sacré entre tous, car il avait abrité le tombeau d'Osiris. Dans la pénombre de cette chapelle, Séti Ier se retrouve au milieu des dieux. Il va leur offrir la lumière, symbolisée par la lampe à huile, l'encens ou des onguents. Puis à son tour, Séti recevra les dons des dieux, la vie représentée par la croix en C, où le collier Némat porte bonheur. Dans un couloir, Séti Ier et son fils, le futur Ramsès II, rendent hommage aux 76 pharaons qui les précédèrent. Ne cherchez pas, il n'y a ni Hatshepsut, ni Akhenaton, ni Toutankhamon dans la liste des cartouches royaux. Le cénotaphe de Séti Ier est situé derrière le temple funéraire. Il est plus connu sous le nom d'Osirion, car à sa découverte, on a cru qu'il s'agissait du tombeau d'Osiris. Aujourd'hui à ciel ouvert, il était souterrain à l'origine, symbolisant la colline primordiale de la création du monde, émergeant des eaux. On y entrait par un couloir de 80 mètres de long, dont les murs rappellent les tombes de la vallée des rois. Évocation des textes de l'Amdouat, un monde où l'on se déplace en barque et où ses habitants marchent sur la tête, tandis que le sang des ennemis coule de bas en haut, puisqu'il s'agit d'un monde souterrain inversé. La découverte en 1818 de la tombe de Séti Ier dans la vallée des rois, par le Toscan Belzoni, fut un véritable événement, car c'est peut-être le plus grand des hypogées royaux. Des reproductions de la tombe, exposées à Londres et à Paris, attirèrent une foule considérable. Champollion y viendra même relever des textes pour sa propre documentation. Un long couloir, coupé par un escalier, débouchait dans un puits. Mais suivant son intuition, Belzoni décida d'abattre la cloison supérieure du puits. Il pénétra alors dans 2 salles décorées, mais le couloir continuait pour déboucher dans une salle à 6 piliers qui s'ouvrait sur la chambre de l'or, c'est-à-dire la chambre sépulcrale. Au plafond, une carte des étoiles sur un côté et des constellations sur l'autre, avec indication des étoiles éternelles auxquelles le souverain devait être uni après sa mort, et ceci depuis le temps des pyramides. Sur les murs, on retrouve les représentations des grands textes funéraires royaux. Livre des portes que doit franchir la barque céleste, chaque porte étant gardée par des génies redoutables. Livre de l'Amdouat, qui décrit, heure par heure, le voyage de la barque céleste. Autant de textes qui expriment l'imagination des Égyptiens pour tout ce qui touche à l'au-delà,
le tout dans un symbolisme parfois bien difficile à saisir. La cuve du sarcophage, en albâtre, est très finement gravée d'extraits du livre des portes, ce qui est tout à fait inhabituel. Elle est aujourd'hui dans un musée privé à Londres. Cette tombe recèle aussi un secret qui a de fortes chances de ne jamais être élucidé. En effet, un tunnel part de la chambre sépulcrale, tunnel que l'on a déblayé sur 90 mètres sans en atteindre le fond. Peut-être conduit-il au véritable tombeau d'où viendrait le sarcophage trouvé par Belzoni, mais la vallée des rois gardant son secret, on peut toujours rêver. Champollion, lorsqu'il visita la tombe, y découpa 2 panneaux symétriques, l'un pour le musée du Louvre, où il fut repeint, l'autre pour le musée de Florence, qui a gardé ses couleurs d'origine. Devant le vandalisme qu'il constatait, Champollion pensait que les panneaux seraient bien plus en sécurité dans un musée. C'est Ramsès II qui succéda à Séti Ier vers 1296 avant notre ère. Dès le début de son règne, le nouveau pharaon entreprit de grandes campagnes militaires au Moyen-Orient pour lutter contre plusieurs coalitions menées par les Hittites, ainsi qu'en Nubie, pour pacifier les tribus révoltées. Bien qu'ayant fondé une nouvelle capitale dans le delta, pour des raisons stratégiques, Ramsès II n'oublia pas Thèbes pour autant. Il fit construire le pylône du temple de Luxor, qui était entièrement gravé et peint, avec ses 2 obélisques en granit d'Aswan, dont l'un d'eux orne la place de la Concorde à Paris, ainsi que des statues colossales. Il érigea et décora plusieurs murs ou salles à Karnak, et n'hésita pas à mettre son nom, ou celui de son épouse, sur les statues réalisées par ses prédécesseurs. Il bâtit aussi toute une série de temples en Nubie. Temple rupestre de Beth el-Wali, temple avec dromos très particulier à Wadi es-Seboua, temple à Elder, consacré à Amon-Ré, et restaura au passage le temple d'Amada, construit par Thoutmôsis III. Mais son chef-d'œuvre reste l'ensemble d'Abou Simbel, à la frontière du Soudan actuel. Le grand temple, malgré ses statues de 20 mètres de haut, était à moitié enseveli sous le sable lorsqu'il fut redécouvert. Et l'on comprend que Belzoni, toujours le même, eut du mal à se faufiler à l'intérieur. Dégagé, puis remonté après avoir été sauvé des eaux, le temple que nous voyons aujourd'hui devait être impressionnant, car il était entièrement peint, comme tous les temples égyptiens. Un pronaos, avec 8 piliers osiriaques de 10 mètres de haut, mène au sanctuaire. Celui-ci est consacré à Amon-Ré, Ptah, Harmakis et au pharaon lui-même. Les statues de ces divinités sont 2 fois par an directement réanimées par les rayons du soleil qui pénètrent jusqu'au fond du temple. Le second temple, plus petit, est dédié à la déesse Hathor et à la reine Néfertari, Sabel, l'épouse bien-aimée de Ramsès II. Le temple funéraire de Ramsès II, connu sous le nom de Ramesséum, fut construit à Thèbes lui aussi. Le pylône était décoré de bas-reliefs peints, rappelant les hauts faits du pharaon. Dans la cour s'élevait une statue colossale de 17 mètres, qui devait peser plus de 1000 tonnes et qui fut débitée pour en faire des meules. À noter que la statue avait encore son visage en 1836, alors qu'il est méconnaissable aujourd'hui. D'autres statues furent aussi cassées et déménagées comme cette tête récupérée par Belzoni et qui trône aujourd'hui au British Museum. Heureusement, tout ne fut pas démonté, bien que portiques et statues soient quand même bien dégradés. De la salle hypostyle, il reste encore quelques colonnes de boue et quelques pans de murs décorés de scènes rituelles.
transport de la barque d'Amon, inscription du nom du pharaon sur l'arbre symbolisant la vigueur et la durée de la race royale, et les inévitables scènes militaires contre les Hittites, qui devaient avoir beaucoup plus d'allure dans leur couleur d'origine. Les dépendances, construites en briques crues, comprenaient des magasins, on y a même retrouvé des jarres de vin avec l'année de la récolte, ainsi que des habitations pour les prêtres, une école de scribes, d'artisans et même un palais pour le roi et sa famille. Ramsès II construisit aussi un temple funéraire à Abydos, à l'imitation de son père. Si le mur extérieur est consacré à l'inévitable bataille de Kadesh, avec le comptage des mains coupées aux ennemis tués, l'intérieur est décoré de scènes figurant les moments du culte, avec le défilé des animaux pour le sacrifice, les offrandes des divers nomes de l'Égypte, sans oublier les dieux et les déesses. On y trouve aussi la longue liste des pays vaincus, ainsi que celle des anciens pharaons, avec toujours les mêmes absents. Ramsès II, qui régna 62 ans, fut enseveli dans la vallée des rois, dans une tombe aujourd'hui effondrée, semblable à celle de son père Séti. Néfertari fut inhumé dans ce que nous appelons la vallée des reines, mais que les Égyptiens appelaient la place de beauté, au pied d'une grotte qui se prête à bien des symbolismes. La grande épouse royale, maîtresse des deux terres, Néfertari Mérimut, la belle des belles aimée de Mout, qu'elle vive, justifiée, devant Osiris, le grand dieu, a le plus beau tombeau de la nécropole. Sur ce panneau, Néfertari offre du vin aux dieux, et là, des tissus Apta, qui à son tour la pourvoira en tissu dans l'au-delà. Conduite par Horus, qui lui prend la main, puis par Isis, Néfertari sera présentée à Réoratkis. L'entrée de la chambre sépulcrale est placée sous la protection des 4 fils d'Horus, responsables des viscères de la défunte. Sur les murs, des extraits du livre des morts pour survivre dans l'au-delà. Néfertari est ici devant un troupeau céleste. Il représente le chapitre 148, approvisionnement du défunt dans l'au-delà. Pain, lait et légumes lui seront assurés pour l'éternité. Après avoir joué son destin aux échecs contre un partenaire invisible, Néfertari va suivre les grandes étapes de sa transformation en Osiris. Sa momie est ici veillée par Isis et Néphétis sous forme de faucon. Sur les piliers de la chambre sépulcrale, le pilier Djet et les 2 prêtres, qui avec leur peau de léopard, sont une forme particulière du dieu Horus. La momie de Néfertari n'a pas été retrouvée, comme aucune momie de reine. Après la mort de Néfertari, Ramsès II, selon la tradition, épousa l'une de ses filles, Méritamon, qui fut enterrée elle aussi dans la vallée des reines. Méremptah, choisi par son père Ramsès II pour lui succéder, dut reprendre la lutte contre les envahisseurs. Puis les pharaons se succédèrent rapidement. Amenémès, Séti II, Siptah, Taouser, mais le pays avait sombré dans l'anarchie. Thetnart rétablit enfin l'ordre en Égypte, mais c'est son fils, Ramsès III, qui resta dans l'histoire comme le dernier pharaon du Nouvel Empire. Il fit construire le dernier château de millions d'années sur la rive ouest de Thèbes, à la suite de ses prédécesseurs, quitte à les démolir, selon la coutume, pour utiliser les matériaux. La porte d'entrée de la grande enceinte est à l'imitation des forteresses d'Asie mineure dont Ramsès III avait fait le siège. Près de l'entrée, un petit temple, fondé par Aménophis Ier,
restera en honneur pendant près de 15 siècles. Le temple de Ramsès III a été fortement influencé par le Ramesséum, car Ramsès II était le modèle de Ramsès III. Les bas-reliefs, qui couvrent les murs et les pylônes, exaltent les victoires du pharaon sur ses ennemis selon la tradition. Voici le fameux décompte des mains coupées aux ennemis morts au combat. Guerre contre les hommes ou chasse aux bœufs sauvages, partout la même affirmation du vainqueur. Le château de millions d'années reste quand même le temple funéraire qui participe à la régénération du défunt souverain, d'où ces nombreuses scènes cultuelles qui décorent ses parois intérieures. La salle hypostyle du sanctuaire, ayant malheureusement servi de carrière elle aussi, il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui. Le temple possédait un îlomètre, ainsi qu'un petit lac sacré. L'enceinte du temple comprenait en plus des magasins, des palais pour le pharaon et sa famille, ainsi qu'une véritable petite ville pour le personnel du temple et la demeure royale. Inhumé dans la vallée des rois, sa tombe fut longtemps connue sous le nom de tombe des harpistes, à cause de ses fresques atypiques. Longue de 125 mètres et pratiquement horizontale, la tombe de Ramsès III est décorée des traditionnelles scènes d'offrandes aux dieux. On y trouve aussi le voyage nocturne dans l'Amdouat, où chaque heure de la nuit abrite une étape de la transformation du soleil vers sa renaissance, à condition d'avoir vaincu les obstacles des forces maléfiques de l'ombre. C'est dans la vallée des Reines, selon une tradition qui remonte à la XVIIIe dynastie, que Ramsès III fit creuser les tombeaux de ses enfants morts prématurément. Ces tombes imitent un peu les tombes royales, bien que de dimensions plus petites. Les petits princes, Amoner-Kopéchef et Kamouazet, sont présentés aux divinités par leur père, Ramsès III, qui intercède pour eux. Il est intéressant de noter que dans l'Égypte ancienne, l'enfant a droit lui aussi à un devenir. Leur crâne rasé, ne laissant qu'une mèche, rappelle d'ailleurs qu'ils sont toujours sous la protection de la déesse Hathor. Puis les Ramsès se succédèrent jusqu'au 11e du nom, et à l'exception de Ramsès VIII, dont on n'a toujours pas trouvé la tombe, ils furent tous inhumés dans la vallée des rois. Comme pour leurs prédécesseurs, on ne sait pas ce que l'on doit admirer le plus. Le travail que représente le creusement de ces profondes galeries, les peintures qui ornent leurs parois, ou la vision mystique de l'au-delà que suggèrent toutes ces scènes dont beaucoup nous échappent. Et pourtant, malgré tous ces génies protecteurs, ces tombeaux ont un point commun. Ils ont tous été pillés, car en cette fin du Nouvel Empire, l'Égypte va mal. À la division, à la corruption, va s'ajouter la famine, et seuls les riches vont pouvoir survivre. Et ces richesses, tout le monde savait où elles étaient. Alors, déjouant les gardes ou avec leur accord, on va piller les sépultures royales. C'est alors que les prêtres prirent la décision de sauver au moins les momies royales. Ils les sortirent de la vallée des rois, avec les précautions que l'on imagine, pour les cacher de l'autre côté de la montagne, à gauche du cirque de Del Bahri, dans une tombe non terminée, creusée au pied de la falaise. Et ces momies royales resteront là pendant plus de 3000 ans.
Ce sont les habitants de Gourna, dont certains étaient pilleurs de tombes de père en fils depuis des générations, qui découvrirent la cachette et qui la livrèrent, après une querelle de famille, au service des antiquités. Et ce 6 juin 1881, Émile Brouch, venu du Caire, n'en croyait pas ses yeux. Sur ces sarcophages de remplacement, sans décoration, on avait noté rapidement à l'encre noire le nom de leurs occupants. Et quels occupants! Brouch avait devant lui Ramsès II, le plus grand de tous les Ramsès. Et son père, Séti Ier, la momie la mieux conservée, comme en témoignent ces photos prises lors de sa découverte. 40 rois ou reines du Nouvel Empire, des inconnus aussi, comme celui-ci, dont l'agonie a dû être terrible, probablement mort au cours de convulsions ou enterré vivant. Et c'est en prenant ce petit sentier que ces illustres momies furent évacuées rapidement au Caire, par crainte de la population locale à qui on enlevait son gagne-pain. 17 ans plus tard, dans le tombeau d'Aménophis II, Victor Loret découvrait une autre cache qui contenait 8 momies royales, dont une momie de femme non identifiée, en qui certains ont voulu voir la reine Hatshepsut, mais qui n'est probablement que la reine Tihi, femme d'Aménophis III. Si l'on avait retrouvé les momies, on ne savait toujours pas comment étaient inhumés les pharaons. La réponse arriva le 26 novembre 1922 avec la découverte du tombeau inviolé de Toutankhamon dans la vallée des rois. Ce jour-là, à 4 heures de l'après-midi, Howard Carter perça un trou dans la porte encore scellée et passa une bougie. Au début, je ne vis rien, puis peu à peu les détails se détachèrent. D'étranges animaux, des statues et l'or, partout le lustre de l'or. C'était le jour entre les jours, le plus merveilleux de ma vie, dira-t-il plus tard. Au fond de cette antichambre, remplie d'un mobilier élégant, de coffres et de statues, il y avait une deuxième porte scellée qui allait mener à la chambre de l'or. La pièce était entièrement occupée par une grande chapelle en bois plaqué d'or, qui recouvrait un cadre soutenant un drap mortuaire, qui recouvrait une deuxième chapelle en bois doré, qui recouvrait une troisième chapelle toujours en bois doré, qui recouvrait une quatrième chapelle qui, enfin, contenait le sarcophage monolithe en quartz rose. Mais ce n'était pas fini. Dans le sarcophage, un grand cercueil en bois doré contenait un deuxième cercueil en bois doré et émaillé, qui contenait cette fois un troisième cercueil en or massif, qui contenait enfin la momie royale avec le fameux masque en or poli. À l'est de la chambre sépulcrale, une autre pièce, appelée le trésor, contenait une chapelle dorée gardée par Anubis et entourée par d'innombrables coffres et bateaux. La chapelle dorée renfermait les viscères embaumés du jeune roi, protégés par 4 gracieuses déesses, Isis, Néphitis, Nis et Selkis. Sous le dé, un coffre monolithique en calcite, dont le couvercle recouvrait 4 têtes humaines qui servaient de bouchons à 4 cavités cylindriques. Chaque cavité contenait un petit cercueil en or battu qui renfermait les viscères du roi soigneusement embaumés. Revenons aux cercueils qui étaient emboîtés les uns dans les autres. Le premier cercueil a été remis dans le sarcophage et laissé dans le tombeau. Il renferme la momie du roi. C'est donc le seul pharaon connu qui repose encore dans la vallée des rois. Le deuxième cercueil, qui est au musée du Caire, est long de plus de 2 mètres. Toute la surface est recouverte d'une feuille d'or avec une profusion d'incrustations en verre coloré. Le troisième cercueil, en or pur, dont l'épaisseur varie de 2 mm et demi à 3 mm, pèse 110 kg. Au-dessous des mains royales, les déesses Nekhbet et Wadjed protègent de leurs ailes le buste du roi.
le masque de la momie reste le chef-d'œuvre inégalé de l'orfèvrerie égyptienne. Fait de 2 plaques d'or battues, avec les yeux en quartz et en obsidienne, sa facture parfaite se passe de commentaires. Au dos, un extrait du livre des morts. Sa momie était littéralement couverte d'amulettes et de bijoux. 150 en tout pour protéger le roi et assurer son immortalité. Une seule pièce décorée dans cette petite tombe qui ne correspond pas à celle d'un roi. Face aux cartouches de Toutankhamon, à gauche, les cartouches du nouveau pharaon, Haï, qui va procéder à la cérémonie d'ouverture de la bouche pour donner la vie à la momie de Toutankhamon. Pas de texte sur les murs pour guider le souverain dans l'au-delà. Ici, ils sont sur les parois des 4 chapelles, dont le montage a dû être particulièrement difficile, malgré les marques des charpentiers pour identifier les panneaux. Voici la marque du panneau sud de la première chapelle. Là aussi, gravé dans le bois et recouvert d'or, des extraits du livre des morts et de ce qu'il y a dans l'au-delà vont permettre au souverain de franchir les portes gardées par les génies et se régénérer à travers les corps des dieux, tout comme le soleil reconstitue son énergie dans le monde souterrain. Alors, le roi pourra répondre à l'appel de la déesse Hathor, gravé sur les parois des chapelles. Viens, fils issu de mon sein, Neb Keperu Ré, que tu sois en compagnie de ton père Ré, comme un de ces dieux qui font partie de sa suite. De nombreux objets rituels étaient déposés dans la tombe. Des lits funéraires, aux têtes en forme d'animaux, protecteurs des vivants comme des morts. « 35 statues en bois, presque toutes stuquées et dorées. 413 Ushepti, ses répondants, qui devaient travailler à la place du roi dans l'autre monde. Une vraie flottille composée de 35 maquettes de bateaux. Et comme les besoins dans l'au-delà font pendant à ceux que le roi éprouve ici-bas, la tombe est aussi amplement pourvue en mobilier, avec des coffres, des sièges, des trônes, très souvent décorés avec le couple royal. La tombe est richement pourvue en boîtes et vases à onguents ou à parfum, souvent délicatement taillés dans l'albâtre. Les provisions pour l'au-delà n'étaient pas oubliées. 116 paniers remplis de fruits et 40 jarres de vin, pour n'en citer que 2. La tombe compte aussi des objets plus personnels, comme ce plumier avec ses encres rouges et noires et ses calames. En tout, plus de 3000 objets dont le recensement prendra plus de 10 ans. Devant tant de richesse et de beauté, on ne peut que rêver à ce que devaient contenir les tombes de Ramsès II ou de Séti Ier, car celle de Toutankhamon est toute petite en comparaison. Curieux destin que celui de ce petit roi, rejeté par ses successeurs, oublié pendant plus de 3000 ans, et qui est peut-être aujourd'hui l'enfant d'Égypte le plus célébré, celui qui a atteint une certaine immortalité. Fascinante Égypte, qui dès son obscure origine a pensé que le monde était l'œuvre des dieux et qui sut faire de son roi le fils de ces dieux. Mais les dieux avaient donné à leur œuvre une loi fondamentale, Mat, la vérité et la justice, symbolisée par une plume que le roi était tenu de respecter et de faire respecter partout, car 2000 ans avant notre ère, il était déjà le bon pasteur de son peuple. Dès lors, il était naturel que le roi devienne un Osiris après sa mort et accède ainsi à une résurrection cosmique. Inlassablement, les pharaons et avec eux l'Égypte tout entière ont été en quête de l'éternité. Quitte à élever de véritables montagnes de pierre pour protéger la momie royale,
ou creuser de longs souterrains dans la montagne, entièrement décorés et remplis de richesses, alors qu'aucun vivant ne pourrait jamais les contempler. Sans oublier les temples où, selon leur expression, le ciel était visible sur la terre. Tout cela pour vaincre la mort et s'assurer une vie éternelle. Issu d'un rêve d'immortalité, l'Égypte débouche sur un gigantesque rêve de pierre, véritable œuvre d'éternité où l'humain se mêle sans cesse au divin, et c'est sans doute pour cela que Kémet, la terre des pharaons, nous interpelle et nous séduit à la fois.